Choisir un camp. Chapitre 1. Début de la guerre. Suite. 1940. Bataille de France. En mai 1940, j'ai de nouveau reçu ma feuille de route. Direction l'Ouest. Cette fois, je suis le responsable des soins médicaux centralisés au sein de mon régiment. Toujours le même. Comme médecin régimentaire, je suis le supérieur hiérarchique technique des services de santé du régiment. Je ne participe qu'aux urgences pour les soins immédiats aux blessés et mes principales tâches sont d'ordre organisationnel et principalement organiser l'évacuation des blessés. Les principaux postes de secours, appelés Hauptverbandplatz ou HVP, sont installés à environ 6 ou 10 km derrière la ligne de front, à proximité du poste de commandement du régiment. C'est là que les blessés reçoivent les soins médicaux définitifs et que des opérations plus importantes peuvent être pratiquées sous anesthésie générale. En dehors de la prise en charge des blessés, il est également possible, si nécessaire, de déparasiter les soldats. Chaque Hauptverbandplatz dispose de 2 groupes d'opérations. Un groupe peut prendre en charge environ 25 blessés graves, 60 blessés moyens ou 120 blessés légers par jour. L'objectif est d'installer le poste de secours principal dans des bâtiments, mais suffisamment de matériel et de tentes sont également disponibles pour permettre un hébergement sur le terrain. Il convient d'éviter que les blessés restent trop longtemps sur le site. Les blessés sont ensuite transportés par le Hauptverbandplatz, soit à l'hôpital de campagne de la division ou de l'armée, ou directement dans un hôpital de réserve en dehors du théâtre des opérations, en cas de durée de traitement prévisible plus longue. Le 10 mai, la division franchit la frontière à Arsbeck et avance ensuite sur la Meuse, à Roermond via Erkelenz et Heinsberg. Les soldats néerlandais ont vaillamment résisté à Roermond pendant quelques jours avant de capituler le 15 mai. Après avoir traversé le massif des Ardennes en 2 jours, alors que personne chez nos ennemis ne pensait cela possible avec des chars, puis la Meuse le jour suivant et le canal Albert, la division perce la position de la Dyle près de Louvain et marche sur Bruxelles le 17 mai. Suivent les combats de poursuite sur la Lys au nord de Courtrai, où l'armée belge, abandonnée par les troupes anglaises refluant vers Dunkerque, eut ses dernières forces. La lutte continue pendant 3 jours au nord d'Ypres, malgré l'inondation des canaux par les Belges pour nous contenir, et se solde par la reddition de l'armée belge. Et finalement, il y a la bataille de Dunkerque et la résistance héroïque des Français, permettant le réembarquement du gros des troupes britanniques et d'une partie des leurs restés 48 heures sur la plage, sans eau et sans nourriture. C'est une boucherie côté franco-anglais. La situation pourrait être encore pire si la Luftwaffe n'était pas si loin de ses bases. Les sirènes des Stukas hurlent pendant leur descente, de quoi effrayer les troupes alliées qui sont bombardées à longueur de journée. Les Britanniques se retrouvent encerclés et la guerre semble vraiment finie pour la Grande-Bretagne. Ils laissent en outre leurs équipements sur place, ne pouvant les rembarquer avec eux. Ainsi, ils doivent abandonner toute l'artillerie lourde et presque tous leurs véhicules. Mais ils les font sauter, ou bien ils mettent du sable dans les réservoirs d'essence pour les rendre inutilisables. Le fait est que notre armée est mieux équipée que la leur. Nos panzers sont plus gros et tirent plus loin. Ainsi, ils peuvent rester hors de portée de leurs chars. Heureusement, la ville de Dunkerque a été évacuée, comme beaucoup de villes désormais occupées par nos troupes, à l'instar de Bruxelles. Les civils ont fui en se dirigeant plus au sud. Les civils français sont terrifiés, car ils voient en nous des barbares. Un matin, des soldats étaient en train de fouiller une habitation lorsqu'une femme s'était jetée à leurs pieds, les implorant de ne pas tuer ses enfants. L'un d'eux lui avait répondu dans un mauvais français qu'il recherchait des armes, mais elle ne semblait pas le croire. Elle avait continué à sangloter à n'en plus finir. Au cours de la 2e partie de la campagne de France, la division suit les autres divisions allemandes en tant que réserve de l'Oberkommando des Heeres jusqu'à la ville des Andelys. Atteinte grâce à un pont de bateaux en caoutchouc
vers le port Morin, car les ponts ont été détruits par les troupes françaises. En traversant les départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure, le spectacle par endroits est désolant, avec des centaines de milliers de maisons détruites par les bombes incendiaires. Des civils errent parfois sur les décombres, cherchant à récupérer ce qui peut l'être dans les ruines de leur habitation, ou peut-être s'agit-il de pillards. Ceci dit, nos troupes ne se gênent pas pour raser aussi ce qui peut l'être. Les Andelys sont bombardés le 8 juin, et beaucoup d'habitants quittent la ville le matin, sans doute les larmes aux yeux. La plupart ne retrouveront vraisemblablement que des ruines de tout ce qu'ils avaient construit par un patient labeur et de ce qui était leur foyer. Après la signature de l'armistice, la division devient une troupe d'occupation à Fontainebleau, au sud de Paris. J'œuvre donc un temps à l'hôpital de la ville, l'ancien hospice de la Sainte Famille, réquisitionné par la Wehrmacht. La chapelle de cet établissement contient d'ailleurs des boiseries sculptées venant de la partie détruite du château de Fontainebleau, le pavillon de Diane, et qui, paraît-il, ornait le boudoir de la Dubarry, la dernière maîtresse de Louis XV. En septembre 1940, la division revient dans sa garnison d'origine et moi dans ma ville. Lorsque ma femme me parle des images diffusées par la propagande au sujet de l'invasion de la France, je me rends bien compte qu'elles ne correspondent pas à ce que j'ai vécu et à ce que certains soldats ont filmé clandestinement, car toute prise de vue non officielle est expressément interdite. Des images qui montrent une France traversée par une tempête, avec des cadavres d'êtres humains, d'animaux, des édifices détruits. Les Stukas ne se sont pas gênés pour mitrailler les routes et les voies ferrées où circulaient essentiellement des civils. Des colonnes interminables de réfugiés ont fui les zones de combat, certains avec des voitures ou des charrettes ou encore à vélo, mais le plus souvent à pied. Nos véhicules déployaient le drapeau à croix gammée pour se signaler à la Luftwaffe qui mitraillait les routes. Cela, la propagande ne le dévoile pas. En revanche, elle montre bien les colonnes de prisonniers français désarmés et totalement démoralisés, circulant à pied dans l'autre sens, emmenés vers les camps en Allemagne, par des marches de 25 km par jour. On leur a même fait croire qu'ils se rendaient en Suisse, en pays neutre, pour y être libérés. Certains ont marché plusieurs semaines avant d'atteindre leur Stalag de l'autre côté du Rhin. Le 15 octobre, la division est motorisée et, dans le cadre de sa réorganisation, le 101e régiment d'infanterie quitte la division pour rejoindre la 18e division blindée. Pendant ce temps, j'occupe mes fonctions de chirurgien aux réserves Lazareth de Leipzig, dans l'hôpital Saint-Georg, dans la Delitzschstrasse. Le 22 janvier naît mon second fils, Erwin. Ces quelques mois d'accalmie et de bonheur en famille sont interrompus par la formation militaire que je dois suivre ensuite et dont je ressors avec le grade de lieutenant.